Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue Bonjour à tous dans notre première première séquence de Semaine des Champions 2024. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons cette année un millésime particulièrement mature en termes de deep tech et de consolidation, avec le premier qui va intervenir dans quelques instants, c'est la Scalings. Juste pour vous rappeler que les champions 2024 adressent particulièrement des sujets stratégiques avec une dimension européenne. Et cette année, un système particulièrement pragmatique. Donc, on va avoir toute cette semaine 5 présentations de champions qui sont vraiment très pragmatiques et qui ont une dimension qu'a particulièrement apprécié le jury. On va vous présenter le jury. Donc moi je suis Christian Gautreau. Voilà, juste pour vous rappeler, donc cette semaine effectivement on aura 5 présentations, une par jour, et vous êtes inscrit sur une présentation d'aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire sur celle des jours à venir, et vous aurez de toute façon le replay qui vous sera accessible dans la foulée. Donc n'hésitez pas à consulter le replay dans la foulée. Donc, qu'est-ce qu'un champion systématique? Comme je vous le disais, cette année, on a un millésime particulièrement mature en termes de deep tech et de consolidation. Le principe des champions, juste pour rappeler que le programme champion de systématique, il a débuté en 2011. Donc, on a mis en avant un certain nombre de champions et vous verrez que cette année, pour les 20 ans du pôle, eh bien, nous allons vous proposer une petite innovation sur le programme champion. Quoi qu'il en soit, vous rappelez que les jurys du champion ont délibéré sur un certain nombre de propositions et que ces propositions, elles ont été faites par les équipes opérationnelles du pôle. C'est les équipes opérationnelles qui ont proposé par hub et par enjeu leur champion et qui l'ont porté devant le jury. Donc le jury s'est réuni, il a pu auditer les différents postulants. Et comme vous le voyez, donc c'est un jury qui est finalement assez prestigieux. On a eu l'occasion d'être reçu par HSBC dans la salle du conseil. C'était très intéressant. On a pu être en situation, si vous voulez, pour les champions de réunion et de présentation avec un panel de haut niveau. Et puis, comme vous le voyez, Ecomesure et Naerea, eux, ont été champions l'année dernière. Et c'est donc à ce titre qu'ils ont pu participer au jury. Donc, que ce soit pour le jury de l'année prochaine, eh bien, les champions de 2024 seront invités en tout cas à participer au jury. Petit rappel pratique. Donc, vous avez la possibilité de poser des questions tout au long de l'intervention. Ces questions, je les traiterai en fin de présentation. Elles seront présentées donc à nos interlocuteurs de Scalings. Et puis, bien sûr, ils y répondront de la manière la plus concrète. Et bien voilà, je vais vous laisser maintenant avec l'équipe Scalings qui va nous parler de semi-conducteurs. Et j'accueille Hussein et Luan qui vont nous faire leur présentation. Messieurs, c'est à vous. Bon, très bien, bonjour à tous. Je vais d'abord me présenter brièvement. Donc, Lunley, je suis le directeur technique de Scalings. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Vas-y voir, essaye. Vous m'entendez? Très bien. Un petit souci technique. Patrick, tu m'entends alors? Je t'entends très bien. Oui. Il y a peut-être que Christian qui ne nous entend pas. Oui, en fait, c'était moi. L'incongruité technique, c'était moi. Donc, tout va bien. Vous pouvez y aller. Luan, Hussein, c'est à vous. Voilà, donc j'ai commencé pour me présenter brièvement. Donc, je m'appelle Lunley, je suis le directeur technique de Scalings. Et donc, je vais vous guider à travers cette présentation. Donc, je suis accompagné aussi de deux personnes éminentes de la société. Je laisse Hussein
te présenter. Bonjour à tous, Hussein Fakouri, fondateur et président de la société Scalings. Moi, j'ai un background d'ingénieur en électronique et un doctorat en conception de circuits. Voilà. Et entrepreneur avec Scalings depuis 10 ans. La société a été fondée fin 2015 et voilà, cette année, on fêtera nos 10 ans d'existence et on est ravis et impatients de vous raconter tout ce qu'on a fait pendant tout ce temps. Et il y a également Patrick Molin, que je laisse se présenter, qui est avec nous. Bonjour à tous, Patrick Molin. J'ai rejoint Scalings il y a 5 ans. Précédemment, je suis passé par diverses sociétés de semi-conducteurs. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je suis dans le semi-conducteur. J'ai un background technique et j'ai commencé comme responsable de développement de circuits ASIC. Et ensuite, je suis passé du côté commercial dans différentes sociétés, Alcatel Microélectronique, Lucent Microélectronique, M-Star, et puis ensuite j'ai rejoint Scalings. Loun, à toi. Oui, très bien, merci. Donc, juste quelques mots aussi. Donc, moi, j'ai commencé ma carrière il y a un peu plus de 28 ans chez Philips Semiconductor à Caen, qui est devenu NXP, avant de rejoindre Scalings en 2018. Donc, j'ai aussi un background technique, donc en tant que concepteur de sécu intégré, chef de projet. J'étais responsable aussi de différentes équipes de conception chez Philips Semiconductor, NXP. Et j'ai eu la chance aussi de travailler dans différents domaines. Donc, on démarrait avec des circuits pour les disques durs, avec le télécom dans les années 2000, pour les transceivers, pour les téléphones mobiles, du NFC, tout au début, donc vraiment le début de développement de NFC chez NXP, des circuits pour la conversion de puissance, et puis quelques années dans l'équipe brevet de NXP avant de rejoindre Scalings en tant que responsable d'équipe de développement au début, et puis maintenant plus me recentrer sur la partie innovation et technologique de Scalings. Voilà, donc je vous propose de passer dans le vif du sujet. Donc l'agenda d'aujourd'hui, donc une partie d'introduction sur le semi-conducteur. Après, on ira voir ce qui se passe sur le marché semi-conducteur, donc l'état du marché, les différents acteurs qui sont en tout cas les régions porteurs, l'évolution de ce marché et des applications, et un focus particulier sur un domaine qui est le domaine en fait de Scalings, de circuits de conversion de données. Et après, on terminera avec une vue globale de Scalings, où on est né aujourd'hui, quels sont nos objectifs, comment on se positionne par rapport à la concurrence et comment on se projette dans le futur, en tout cas notre business. Et puis une session de questions et réponses. Donc on a fait la partie présentation, je vais passer cette planche-là. Définition rapide. Donc tout au départ, le semi-conducteur, c'est un matériau. Et c'est ce matériau-là qui est vraiment la base en tout cas de nos circuits. Aujourd'hui, on parle de semi-conducteur pour aussi des circuits, donc quelque chose de plus global, mais à la base, c'est un matériau. Et la particularité de ce matériau, c'est qu'on peut contrôler la conduction. Et c'est vraiment ça qui fait qu'on peut fabriquer nos circuits. Donc, on peut imaginer, vous pouvez voir en fait avec cette possibilité de contrôler, on peut générer différents états des composantes pour faire des 0 et des 1 en numérique notamment, ou des différents états en analogique. Et le matériau de base, c'est du silicium. En tout cas, c'est ce qui est le moins cher aujourd'hui et ce qui a utilisé le plus dans les composants de circuit. C'est pour ça qu'on en parle aussi beaucoup de silicium, mais il y a d'autres matériaux également. Donc, quelques noms ici, germanium, l'arséniure de gallium ou nitrure de gallium, carbure de silicium. Donc, il y a des variantes pour différentes applications et pour des domaines aussi particuliers. Donc, il y a beaucoup de chimie là-dedans et de physique, en fait, dans la partie semi-conducteur. Comment on fabrique
un circuit. Donc, en fait, à partir des tranches de silicium, donc on voit là sur la photo en haut à gauche, donc on a en fait un cylindre de silicium et dedans on va couper des tranches. Donc on a des sortes de disques de différentes tailles et sur ces disques-là, on va faire ce qu'on appelle la gravure. Donc on va fabriquer le circuit intégré en gravant la plaque de silicium. Et les composants semi-conducteurs, en fait, ont des tailles très diverses et des prix divers. Donc, on parle souvent aujourd'hui d'intégration, mais il n'y a pas que ça. Donc, on peut trouver des composants qui ont un seul composant, donc des diodes ou des transistors, et qui coûtent très peu cher, comme très très cher. Donc, vous avez ici un exemple où il y a des diodes qui coûtent 1 centime la pièce, et vous avez des transistors de puissance qui coûtent plus de $300 la pièce. Et de l'autre côté de l'échelle, vous avez des circuits comme les CPU ou tous les circuits de procession, enfin de processeurs, pardon, de fonctions complexes comme vous trouvez dans les PC. Et ça, ce sont des circuits avec un très fort niveau d'intégration. Donc ici, on parle de cet exemple-là de 26 milliards de transistors. On verra tout à l'heure qu'on a dépassé aussi ce chiffre-là et ça continue à monter. Donc voilà, donc très large palette, des composants très simples ou des composants très complexes et qui sont fortement intégrés. Et c'est pas parce que c'est simple que le prix est bas. Voilà, donc vous avez un transistor qui coûte $329 et de l'autre côté, vous avez 26 milliards de transistors qui coûtent $590. Donc c'est un marché qui est très large. La fabrication. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce slide-là, il y a beaucoup d'informations, mais c'est pour illustrer surtout la complexité de ce flow de développement. Donc, quand on parle du cahier de charge jusqu'à l'obtention du circuit. Donc, à gauche, vous avez des diagrammes qui montrent un flux en fait de développement où on parle de la spécification. Après, on va commencer à travailler de manière symbolique sur les architectures, de manière simulation électrique avec des composants virtuels. Et après, on va faire des réalisations physiques. C'est-à-dire qu'à partir d'une réalisation symbolique, on va vraiment poser les composants et physiquement, toujours sur ordinateur, et on va relier les composants pour faire des fonctions électriques. Et donc, une fois qu'on a réalisé l'implémentation totale du circuit, on va l'envoyer en fabrication. Et donc là, cette étape de fabrication suit un grand nombre d'étapes. Donc, on va commencer à préparer la plaque silicium. Donc, il y a différentes étapes de gravure, d'implantation des produits pour rendre le circuit plus ou moins conducteur. Et après, on a aussi des étapes de gravure, de polissage pour enlever les différentes couches. Et on utilise les masques pour réaliser toutes ces étapes-là. Et ce qui est important dans cette étape, c'est la finesse de gravure. C'est ça qui nous permet d'intégrer un grand nombre de composants et c'est l'évolution naturelle de la technologie, c'est d'essayer de graver avec des résolutions de plus en plus fines pour intégrer de plus en plus de composants et avoir en fait aujourd'hui des équipements qui sont de plus en plus petits ou qui concentrent de plus en plus de puissance ou d'intelligence. Et c'est un flow complexe, ce qui veut dire qu'on va avoir beaucoup d'efforts en termes de temps et d'argent pour réaliser tout ça. On verra quelques exemples chiffrés pour vous donner une idée de ce que ça coûte, ce développement-là. Donc, vous voyez, c'est un flow qui est complexe, qui est très technologique, technologiquement dépendant des outils. Et on verra aussi tout à l'heure qui sont les fournisseurs d'outils. Quand on parle de semi-conducteurs, on entend très souvent la loi de Moore. Donc la loi de Moore, c'était un ingénieur d'Intel qui a une prédiction sur l'évolution du circuit intégré. Donc la prédiction, c'est que tous les 2 ans, on va doubler le nombre de composants dans les processeurs.
ce qui n'est pas forcément le cas de tous les composants, mais les processeurs sont des circuits qui intègrent le plus de composants, et on prédit donc cette évolution-là. Et jusqu'ici, donc l'évolution en fait de la capacité d'intégration suit toujours cette loi de Moore. Donc on arrive aujourd'hui à intégrer plus de 50 milliards en fait de transistors sur un composant. Et pour pouvoir suivre ça, ce n'est pas simplement du silicium qu'on grave comme tout au début. Donc il y a beaucoup d'innovations au niveau de technologie de fabrication de circuits intégrés. Donc on parle de CMOS et après on parle de FinFET. Donc il y a des constructions qu'on appelle 2D ou 3D. Donc on va commencer à empiler les composants. Et donc on arrive aujourd'hui en production avec des finesses de gravure de 5 nanomètres. Et puis on tend vers du 2 nanomètres et on ne sait pas où on va s'arrêter. Après, on aura aussi limitations physiques parce que bon, après on va arriver à la taille de l'atome. Il y a une petite photo en haut à droite pour vous montrer la taille en fait d'un composant. Donc là, c'est le circuit de CPU d'Intel qui intègre là-dedans 26 milliards de transistors. Donc vous voyez la taille, c'est à peu près la taille du doigt. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'intégration. Et avec l'intégration, on a aussi des défis technologiques, comme je disais, pour pouvoir réduire la taille des composants et mettre de plus en plus de composants sur une unité de surface. Donc aujourd'hui, on est à peu près 100 millions de transistors par millimètre carré. Mais ça s'accompagne aussi d'autres problématiques parce que le circuit, également, il va avoir une certaine consommation électrique et avec la consommation, une dissipation thermique. Donc aujourd'hui, quand on regarde les processeurs les plus puissants, c'est ce qui est utilisé au niveau pour tout ce qui est les serveurs de l'IA notamment, et ces circuits graphiques dominés par NVIDIA. Donc on parle des circuits d'une taille à peu près de 25 mm par 25 mm, et ce circuit-là, il consomme 450 watts. Donc c'est énorme en termes de puissance dissipée et surtout la densité de puissance par surface. Et donc le défi, c'est comment faire pour en fait faire dissiper toutes ces puissances-là. Donc en parallèle avec le développement de composants, il y a aussi ces problématiques de dissipation de puissance. Donc il y a beaucoup de techniques aussi à travers des circuits de refroidissement. Et sans ça, on ne peut pas faire fonctionner le circuit. Ah oui, donc j'ai raté une question. Il y avait une question sur la durée pour la conception et fabriquer un circuit intégré. Je reviendrai là-dessus, mais pour donner une idée, il nous faut pour un circuit qu'on démarre à peu près 1 an et demi, 2 ans, pour arriver depuis le début de la conception jusqu'à la réalisation des physiques du masque qu'on va envoyer en fabrication. Et il faut compter, ça dépend de la technologie, mais entre 3 et 5 mois pour fabriquer en fait un circuit avant qu'on puisse recevoir le circuit au labo et de pouvoir tester le circuit. Voilà, je reviendrai, j'ai quelques chiffres tout à l'heure pour illustrer aussi ce cycle de développement. Donc, il y a la partie technologique, mais il y a aussi des défis économiques. En fait, ces défis économiques, c'est le coût pour développer un circuit, donc le coût d'ingénieur pour pouvoir fabriquer, en tout cas concevoir les circuits, les coûts qui sont liés aux outils, les coûts qui sont liés en fait au nombre d'ingénieurs nécessaires pour développer le circuit, mais de l'autre côté, vous avez aussi un coût qui est devenu astronomique de fabrication des usines. Donc on appelle ça des fabs. Donc en fait, ces usines-là doivent être capables de fabriquer des circuits avec la finesse dont j'ai mentionné, 5 nanomètres, 2 nanomètres, avec aussi un niveau de pureté en termes de poussière qui est très contraignant.
et des machines qui doivent être capables de graver et aussi d'avoir une précision qui est de l'ordre du millionième de mètre. Et c'est pour ça, en fait, que le coût est en train d'exploser. Quand on commence à aller vers des technologies les plus fines, on part ici, là, ce graphe à gauche donne une idée du coût de fabrication et pour faire fonctionner une fab. Donc, quand on est aux 5 nanomètres aujourd'hui, là, on est en train de parler de 26 milliards de dollars. Donc, les 3/4, c'est pour mettre en place l'usine. Et après, vous avez à peu près 1/4 de ça, c'est pour faire fonctionner l'usine. Donc là, c'est le graphe, il donne le coût d'opération pour 10 ans. Et après, quand on veut améliorer en fait la finesse de gravure et amener l'usine à la nouvelle, en tout cas finesse de gravure, une nouvelle étape technologique, ici, on est en train de parler de quelque chose d'alentour de 40 milliards. Donc, toujours à peu près pareil, 3/4 pour en fait faire la mise à jour ou mettre en place l'usine, et puis 1/4 pour faire fonctionner l'usine pendant 10 ans. Et le graphe de droite vous donne une idée en tout cas, de la somme engagée dans le développement de circuits intégrés au global. Donc, en 2011, il était estimé que en fait, le coût de recherche et développement représente à peu près 50 milliards de dollars. Et donc, aujourd'hui, on est arrivé à peu près 80 milliards de dollars. Et on voit se dessiner déjà ici quels sont les acteurs, en tout cas dominants sur le marché. Donc, la moitié de ces investissements viennent des sociétés des US. Et vous avez aussi une bonne partie qui est en train de croître en Asie. Et donc là, c'est vraiment, on verra tout à l'heure les graphes qui montrent qu'on a vraiment une dominance des US et de l'Asie, notamment la Chine et Taïwan, sur le marché de semi-conducteurs. Donc, il y a une présence du Japon et de l'Europe à peu près de même niveau, mais là, on parle simplement entre 7 et 8% uniquement. La vue globale du marché. Donc aujourd'hui, vous avez pu vous rendre compte que le semi-conducteur, c'est quelque chose qui est omniprésent dans toutes les applications, les équipements. Quelques exemples d'applications. Donc on parle du marché médical, l'intelligence artificielle, des objets connectés, l'automobile, la partie militaire, aéronautique et la télécommunication. Donc, en fait, c'est un élément incontournable dans la technologie et les équipements d'aujourd'hui. Et le marché est en croissance continue. Donc, on voit là, en moyenne, le marché continue à croître avec quand même des hauts et des bas. Donc, ça, c'est ce qui est caractéristique du semi-conducteur, c'est des cycles. Et c'est ça qui pose aussi pas mal de problèmes aux sociétés de semi-conducteurs. Donc, d'un côté, quand le marché est en forte croissance, on a du mal à suivre la demande. Et puis après, quand on augmente la production et que le marché baisse, on a des problèmes de surcapacité. Et c'est là qui est vraiment la problématique du marché semi-conducteur, de pouvoir absorber ces pics aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc aujourd'hui, on a déjà dépassé la barre de 600 milliards de dollars du marché global. Et ça continue à monter. Qui sont les acteurs principaux, en tout cas au niveau des régions? Comme je disais, on voyait déjà sur le graphe d'investissement qu'on a en tout cas la domination des sociétés américaines et des sociétés asiatiques, notamment des sociétés taïwanaises et chinoises. Et on voit sur ce graphe-là, c'est qu'à partir jusqu'en 2000, on va dire, c'est plutôt les US qui dominent, avec une montée de l'Asie régulière, mais depuis l'année 2000, il y a une accélération. Donc, on voit vraiment les barres orange, ça représente la part des sociétés asiatiques.
Et ça, aujourd'hui, depuis l'année 2000, il y a une croissance énorme et c'est vraiment l'Asie qui domine aujourd'hui en termes de revenus, de chiffres d'affaires dans le semi-conducteur. Et les US ont accusé le coup, donc il y a une petite baisse après les années 2000, mais après ça a monté aussi. Donc les US sont en train de monter en puissance également depuis les années 2010. Et malheureusement pour nous, en tout cas en Europe, donc on a la même situation que le Japon. Donc on n'a pas tellement progressé. Donc on reste à peu près au même niveau avec des hauts et des bas. Et ça, on commence à perdre, enfin, on a déjà perdu pas mal en tout cas, notre poids dans le semi-conducteur depuis les années 2000. Donc ça va être problématique. On verra tout à l'heure aussi les enjeux en tout cas, du positionnement de l'Europe dans ce marché. On voit que le semi-conducteur, en fait, croît d'une année sur l'autre, mais quels sont en tout cas, les facteurs de croissance, quels sont les secteurs aujourd'hui qui portent la croissance. Donc, vous avez ici un graphe qui donne, en fait, sur les années 2000, 2023, 2025, l'évolution d'un certain nombre de secteurs clés. Donc, on parle ici de téléphone mobile, aussi des serveurs, de l'infrastructure, de l'électronique industrielle, l'automobile, le consumer et la partie personal computing, donc tout ce qui est ordinateur. Donc la prévision qui est donnée là, c'est qu'on a une croissance sur tous les secteurs. Avec quand même on voit qu'il y a une baisse des téléphones mobiles en 2023 et puis là, ça repart en 2025. Par contre, ce qui sort le plus, c'est les serveurs. Là, en fait, les data centers. Et ça, c'est lié, en fait, au boom de l'intelligence artificielle. Donc, c'est ce qui est le plus notable, en tout cas, ici, sur ce graphe. La chaîne d'approvisionnement, c'est aussi, en tout cas, un élément clé ici. Donc, vous avez sur ce graphe-là le positionnement en tout cas, des régions par rapport au type de la fourniture des éléments de la chaîne qui part depuis la conception du circuit jusqu'à la livraison du circuit final. Donc, on se trouve en fait ici à gauche avec les États-Unis. Eux, ils sont positionnés dans pas mal de secteurs, sauf peut-être les matériaux, qui est en fait la barre tout en bas. Et ce qui est remarquable, c'est que aujourd'hui, tous les outils de conception de circuits intégrés viennent pratiquement des sociétés américaines. Donc, eux, ils ont en tout cas un monopole pratiquement parce qu'ils possèdent en fait 95% des outils de développement. Donc, sans ça, on ne peut pas développer de circuit. Donc là, ils tiennent, on va dire, le début de la chaîne. Ensuite, si on va vers l'Europe, là, on a une présence, notamment dans la conception. Donc, on va dire, c'est la matière grise pour développer des circuits, donc à partager avec les États-Unis. Donc, nous, on est plutôt en milieu de chaîne. Donc, on conçoit des circuits. Et à droite, en Asie, c'est vraiment la domination du côté fabrication. Donc, toutes les fabs, en fait, des fabs les plus modernes, aujourd'hui, se trouvent en Asie, notamment à Taïwan. Et aussi, tous les matériaux qui sont nécessaires pour la fabrication des circuits intégrés, on les trouve également en Asie. Donc, on va avoir l'Asie qui tient l'autre bout de la chaîne dans la fabrication de circuits intégrés. Donc, l'Europe, on se trouve entre les deux. Donc, le graphe de droite vous donne aussi un pourcentage du poids des différents acteurs dans la fabrication. Donc là, on parle vraiment de fabrication et on voit que la moitié, en fait, est détenue par TSMC.
Donc TSMC, c'est une société taïwanaise qui aujourd'hui est en tout cas la société qui domine le marché de fabrication de semi-conducteurs, c'est eux qui ont les usines les plus avancées, qui sont capables justement de graver à 5 nanomètres et qui sont en train de préparer la suite des 2 nanomètres. Et on a aussi des sociétés américaines, on a quelques sociétés aussi en Europe, mais on n'a pas les mêmes, en tout cas, avancées technologiques que TSMC. Donc, il faut savoir qu'on parle beaucoup de 5 nanomètres, mais vous avez aussi des circuits aujourd'hui qui utilisent, entre guillemets, des vieilles technologies. Pourquoi est-ce qu'on utilise encore ça? C'est d'une part pour une question de coût. Donc, il y a des applications, on n'a pas besoin de ces technologies avancées, mais on peut se contenter des technologies de 18 nanomètres, par exemple, ou même 180 nanomètres. Et ça permet de réduire le coût, d'une part, et après aussi des problématiques de tension d'alimentation. Donc, quand on va parler de composants intégrés, plus le composant est petit, en fait, plus ça peut tenir en tension. Donc, il y a des applications qui ont besoin de fonctionner avec des tensions très élevées, et ça, on ne peut l'obtenir qu'avec, en fait, des finesses de gravure moins avancées. Et donc, il y a ces contraintes technologiques qui font qu'on a encore besoin de ces technologies qui sont, entre guillemets, matures. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on trouve encore quelques fabs en Europe aujourd'hui qui sont plutôt dans la moyenne finesse en termes de gravure. Donc, la particularité de l'Europe, comme je disais, c'est plutôt porté sur la fabrication, la conception. Mais on a quelques sociétés qui se démarquent, mais donc j'en parlerai tout à l'heure. On a une société qui s'appelle ASML, qui est vraiment la société championne de développement des machines qui vendent dans les fabs. Donc aujourd'hui, c'est la seule société qui est capable de fournir des machines de gravure pour pouvoir en fait avoir cette finesse de gravure de 5 nanomètres ou aller jusqu'à 2 nanomètres. Et c'est, voilà, donc c'est, on va dire, une particularité. On a au moins quelques champions en Europe. Et en termes des outils de développement, on a une société qui s'appelle Siemens et qui fournit des outils. Et eux, c'est une société européenne. Donc, maintenant, si on regarde plus en détail le classement des sociétés. Donc, on a un classement en termes de revenus à gauche et un classement en termes de valorisation boursière à droite. Et également, vous avez un petit graphe en haut qui donne l'investissement de R&D des différentes sociétés. Ben, ce qu'on peut remarquer sur le tableau de gauche, vous avez les photos de l'année 1984 et 2023. Donc, qu'est-ce qui est commun? C'est qu'on retrouve pas mal de sociétés américaines. On a périodiquement des sociétés européennes, donc on voit Philips en 1984, et aujourd'hui on a ST Micro, Electronic, Infineon. Et par contre, ce qui est le changement le plus frappant, c'est qu'on a en 1984 pas mal de sociétés japonaises qui sont dans le top 10. Donc aujourd'hui, on ne les trouve plus. Donc on retrouve d'autres sociétés, donc on retrouve des sociétés coréennes, comme Samsung, Hynix, par exemple. Là, c'est pas inclus les sociétés qui fabriquent des composants, mais plutôt sociétés qui développent des composants. Et avec, en 2023, plus encore de sociétés américaines dans le classement des top 10. En termes de valorisation boursière, il y en a un qui se démarque depuis quelques années et qui continue de la croissance, c'est Nvidia. Nvidia, c'est une société américaine qui est spécialisée dans le développement des circuits graphiques. Donc là, c'est ce qu'on trouve pour les passionnés de jeux vidéo.
toutes les cartes graphiques puissantes, aujourd'hui, c'est soit NVIDIA, soit AMD. Mais NVIDIA, c'est vraiment la société qui domine sur ce marché-là. Pourquoi est-ce que la valorisation s'envole? C'est parce que les circuits graphiques, ce sont des processeurs très puissants et particuliers. Et ce sont ces processeurs-là qui sont utilisés dans les serveurs d'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'on voit cette évolution de la valorisation boursière, parce que aujourd'hui, c'est ce qui porte le plus, c'est l'intelligence artificielle, et c'est eux qui fournissent principalement les circuits processeurs graphiques qui sont utilisés dans les serveurs pour l'IA. Et comme je disais, on distingue ici en 4e position de la valorisation boursière la société néerlandaise ASML. Et donc là, ça traduit aussi en tout cas la position critique d'ASML dans le semi-conducteur, parce que c'est la seule société aujourd'hui capable en fait de développer des machines qui permettent de réduire la finesse de gravure, donc d'améliorer le taux en fait d'intégration de composants et de pouvoir poursuivre l'évolution technologique. Et on voit principalement des sociétés américaines dans toutes les valorisations boursières. Et vous avez donc ce qui n'est pas étonnant, tous ceux qui sont dans la conception, mais on voit aussi là, vous avez des triangles qui indiquent des sociétés qui sont dans la fabrication, au développement des équipements pour les fabs. On voit que ça aussi, c'est un élément important dans l'évolution technologique du semi-conducteur. Et vous avez aussi la société Synopsys qui est là, qui est plutôt, qui fait un peu de tout, mais qui font surtout le développement des outils pour la conception de circuits. Et TSMC qui est en 2e position, qui aujourd'hui la fab, qui fait la fabrication de circuits intégrés. Et en termes d'investissement, donc on a les US qui sortent en tête, là qui investissent énormément dans le semi-conducteur, donc ils représentent 50% des investissements R&D. Donc, dans cette hégémonie américaine et asiatique, comment est-ce qu'une société comme Xilinx, en fait, on peut se positionner? D'abord, c'est par un choix de type de circuit que nous, on veut en tout cas développer. Donc, nous, on va, en tout cas, tous nos développements se concentrent autour des circuits qu'on appelle de conversion de données. Ces circuits, on va les retrouver un peu partout parce que ce sont des circuits qui font en fait la frontière entre ce qu'on appelle le domaine analogique et le domaine numérique. Donc, analogique, typiquement, c'est tout ce qui est des signaux électroniques qui proviennent du monde physique. Et après, vous avez besoin de convertir ça en données numériques parce que tous les processeurs aujourd'hui travaillent dans le domaine numérique avec des 0 et des 1. Donc, on a besoin de faire cette conversion-là pour pouvoir faire du traitement de signal et de manipuler, entre guillemets, les données. Et il y a ici un petit dessin, en fait, un petit graphe qui vous montre comment, en fait, on passe d'un domaine analogique à numérique et pour quelles raisons. Donc là, simplement, on prend le cas de quelqu'un qui téléphone. Donc, vous parlez avec le téléphone, donc on va capter ça à travers des micros. Et donc là, on reste dans le domaine analogique. Donc, on va traiter dans le domaine analogique et puis on va convertir ça en numérique avant de traiter de nouveau dans le domaine numérique. Donc, voilà, faire quoi? Dans le domaine numérique, on peut améliorer le son, on peut améliorer la stéréo, annuler l'écho, diminuer le bruit. Et après, vous avez besoin d'envoyer ça sur au niveau RF, sur les stations de base, avant que ça puisse renvoyer vers votre interlocuteur. Donc là, on va passer de nouveau dans le domaine physique, des ondes radiofréquences. Et les ondes radiofréquences ne travaillent pas avec la même fréquence que le domaine fréquentiel de l'audio. Donc on a besoin de, en tout cas, monter en fréquence.
Et donc là, on a des circuits analogiques qui nous permettent de faire ça, de passer de quelques kilohertz de fréquence à des gigahertz, de pouvoir envoyer ces informations-là à une station de base et qui va se charger de renvoyer vers votre interlocuteur. Et donc là, on a deux domaines analogiques et du côté de réception, on va recevoir ces ondes radiofréquences en analogique. Il va falloir les convertir de nouveau en numérique pour qu'on puisse faire les traitements. Là, les traitements, typiquement, c'est on va recevoir en fait les ondes de tous les téléphones mobiles. On va savoir en fait quelle information concerne l'interlocuteur qui est concerné ici. Donc on a cette partie-là qui est traitée dans la partie numérique. Et après, on va aussi faire la même chose que le traitement audio du côté émission, en tout ce qui est amélioration du son, etc. Et on va envoyer ça à travers un convertisseur. Et avant d'envoyer l'information de cette fois-ci en analogique vers le haut-parleur pour que donc la partie qui reçoit l'appel puisse entendre ce qui se dit. Donc on voit ici qu'on a deux types en fait de convertisseurs, ce qu'on appelle les convertisseurs analogiques numériques. Donc on passe du monde physique vers le monde numérique. Donc ça, c'est soit on appelle ça des CAN, donc convertisseur analogique numérique, ou ADC. Donc ça, c'est un terme anglais, Analog Digital Converter. Ou l'autre type, c'est quand on va convertir des données numériques vers le côté analogique. Donc là, ce sont des CNA, donc convertisseur numérique analogique, ou DAC, Digital Analog Converter. Donc on a ces deux types de convertisseurs qui sont un petit peu différents. On verra tout à l'heure quelques détails techniques de ces convertisseurs. Et on voit que dans toutes les applications de semi-conducteurs, on a toujours en fait une interaction avec le monde physique, ce qui fait que on va retrouver ces convertisseurs-là dans pratiquement tous les domaines en fait d'application du semi-conducteur, et ce qui fait que c'est un composant incontournable. Et c'est ça en fait, c'est ce type de composant qu'on va développer chez Scalynx. Juste ici pour vous montrer comment on fait des conversions. Donc de manière très simple, donc on a un signal du côté à gauche, analogique vers le numérique. On va comparer ce signal-là avec une variété de seuils pour savoir quelle est l'amplitude du signal. Et en fonction de l'amplitude du signal, on va sortir des 0 et des 1. Donc on va comparer avec ici un exemple avec 7 niveaux d'amplitude. Et si votre signal en fait est d'amplitude moyenne, vous allez avoir on va dire 3 comparateurs qui vont sortir à un niveau 1 parce que le signal est au-dessus du seuil, et vous en avez 4 qui vont sortir des 0 parce que le signal est en dessous du seuil. Et donc c'est l'état en fait de ces comparateurs forment donc des bits, ce sont des données binaires, et ce sont ces données-là qui sont envoyées au processeur pour être en tout cas traitées. Et dans l'autre sens, comment on fait pour pouvoir passer du domaine numérique vers le domaine analogique? Donc on reçoit cette fois-ci des bits, donc des signaux qui sont codés avec des 0 et des 1. Et pour pouvoir passer dans le domaine analogique, on utilise ce qu'on appelle des sources de courant. Et ces sources de courant, en fait, vont donner des courants qui dépendent de la valeur du bit. Donc si c'est un 1, il va fournir en fait tout le courant. Si c'est 0, c'est 0. Et donc la somme en fait de toutes ces sources de courant vous donne un signal analogique dont l'amplitude dépend du code numérique qui a été envoyé sur ce convertisseur. Donc c'est vraiment la base de la conversion, tout est basé là-dessus avec des techniques beaucoup plus avancées, mais c'est comme ça qu'on fait la conversion de données analogiques numériques ou numériques analogiques. Qu'est-ce qui est important dans la conversion de données? Donc on a ici 4 éléments qui sont les éléments, les performances qu'on essaye en tout cas d'améliorer ou tout du moins d'atteindre quand on a besoin de faire une certaine application. Donc on parle de vitesse de conversion. La vitesse, c'est
en tout cas, la conversion, c'est combien en fait de conversion on est capable d'effectuer en une unité de temps. Donc, plus vous êtes rapide, plus vous allez pouvoir en fait traiter un grand nombre, en tout cas, de convertir des signaux de plus en plus rapides. Et vous avez ce qu'on appelle la résolution. C'est la finesse, en fait, de votre convertisseur. Est-ce que vous êtes capable de distinguer des signaux petits ou vous faites une conversion grossière? Donc ça, cette résolution, en tout cas, s'apprécie en nombre de bits. Le bruit, c'est donc comme tout circuit intégré, en fait, le signal est entaché de bruit. Donc le circuit lui-même va générer du bruit. Et si on a trop de bruit, c'est un peu comme le son. Si vous avez du bruit, en fait, qui viennent se mettre, en tout cas, par-dessus du son, vous allez avoir des difficultés à distinguer le son. Et là, le circuit électronique ou électrique, c'est la même chose. S'il y a trop de bruit, en fait, on n'est pas capable de distinguer l'information utile du bruit. Donc, on essaye de réduire le bruit au maximum. La distorsion, c'est la fidélité de conversion. Donc, vous avez un certain signal. Donc, on voit une illustration à droite. Donc, la courbe bleue, c'est le signal, en tout cas, qu'on souhaite réaliser ou convertir. Et vous avez la partie orange, c'est un circuit qui est entaché de bruit. Donc, vous avez des petites variations. Et vous avez une déformation également. Donc, le circuit électronique peut déformer les signaux. Et ça, c'est ce qu'on essaye de minimiser également, parce que on veut obtenir des signaux les plus fidèles. En tout cas, ce qu'on reçoit en entrée, en tout cas, on veut restituer aussi un signal tel que on devrait le restituer. Donc, ce sont vraiment des éléments qui vont faire que les circuits sont performants ou pas, vitesse, résolution, bruit et distorsion. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais ça, c'est juste pour illustrer qu'on a différents types d'architecture. Donc, on parle de flash, pipeline, SAR, delta sigma. Pourquoi on a autant de types d'architecture? C'est parce que on n'a pas un circuit idéal qui est capable de fonctionner à haute vitesse, générer très peu de bruit, très peu de distorsion et avec une résolution élevée tout en consommant un minimum. Donc, c'est toujours une question de compromis. Donc, en fonction du type d'application, vous avez des compromis à faire. Donc, la vitesse va se faire avec, en tout cas, une consommation élevée. Donc, si vous avez besoin d'aller très vite, en tout cas en conversion, vous allez payer en consommation. Donc là, en fait, on a des technologies qui permettent d'aller vite, mais qui consomment. Et on a des technologies qui permettent en fait d'augmenter la performance en linéarité, notamment des delta sigma, mais cette technologie-là, cette architecture-là, ne permet pas d'aller très vite. Donc, on va trouver différents types d'architecture et donc qui sont assez différents. Donc, il faut maîtriser. Si on veut maîtriser en fait tous les domaines, ce qui n'est pas forcément possible. En tout cas, nous, on essaye de développer des circuits dans ces différents domaines-là pour pouvoir adresser nos besoins. Mais on est parti d'abord du delta sigma. Et aujourd'hui, on passe sur du pipeline et on est en train en tout cas, de se mettre en ordre de marche pour pouvoir être capable de faire du SAR. Et vous avez la même chose du côté de la conversion digitale vers numérique, vers l'analogique. Donc aussi différents types d'architectures qui sont différents, qui ont des noms un peu différents, mais pour à peu près les mêmes raisons. Donc vous avez des compromis à faire et différents types d'architectures sont plus, en tout cas, appropriés pour telle ou telle application et en tout cas va se concentrer sur telle ou telle optimisation. Il y avait ici, je parlais aussi je reviens un petit en arrière, on parlait d'entrelacement temporel ici, au-delà de l'architecture. Si on veut aller plus loin, on peut être limité par l'architecture et ce qu'on fait, c'est que c'est un peu comme si on va mettre plusieurs convertisseurs en parallèle qui vont fonctionner à une vitesse moindre, mais chacun va fonctionner en fait en même temps que les autres, mais ils vont fonctionner à des vitesses plus faibles, donc ils vont convertir
une tranche de temps chacun. Et quand on va combiner en fait en sortie, c'est comme si on avait un convertisseur qui est n fois plus rapide quand on va utiliser n convertisseurs en parallèle avec des vitesses moindres. Donc c'est ce qu'on appelle l'entrelacement temporel. Donc pour les différentes architectures, on peut aller aussi pour monter les vitesses, de faire fonctionner des convertisseurs en parallèle avec des vitesses, en tout cas maximum qu'un convertisseur puisse fonctionner. Et quand on va combiner tout ça, on arrive à, c'est comme si on avait un convertisseur qui est n fois plus rapide. Donc ça, c'est un moyen supplémentaire pour augmenter la vitesse. Donc, le positionnement de Scalynx, donc comme je disais, nous, c'est les convertisseurs de données qui est notre cheval de bataille. Parce que en tout cas, la position centrale de ce type de composant dans toutes les applications fait que c'est un composant qui est demandé sur le marché. Et il y a une évolution aujourd'hui technologique qui font qu'on a toujours besoin des convertisseurs de plus en plus performants parce que si on prend que l'exemple de la télécommunication, on parle de 5G, 6G, 7G, 8G et à chaque fois c'est l'augmentation de débit. Et donc on est obligé en fait pour pouvoir atteindre ces technologies-là, il faut être capable de convertir des signaux en fait de manière de plus en plus rapidement. Donc l'augmentation de la vitesse. Et il y a toujours en fait d'autres applications qui ont besoin de très bonne linéarité, donc notamment dans le domaine des radars. Pourquoi on a besoin de linéarité? Ça, c'est pour que les signaux qui sont convertis soient fidèles à ce qui est reçu par le radar. Parce que si on a la distorsion, peut faire une mauvaise détection. Ou si on a trop de bruit aussi, on va ne pas être capable en fait de détecter des objets qui sont très loin. Et là, c'est pas forcément la vitesse, bien qu'on a besoin de la vitesse aussi, mais la partie linéarité de bruit, ce sont des éléments qui sont primordiaux dans ce type d'application. Voilà. Donc quelques exemples pourquoi est-ce qu'on a besoin de compromis et d'application à en tout cas des compromis différents. Donc, en tout cas, nous, on se positionne sur ce créneau des convertisseurs, aussi bien analogique numérique que numérique analogique, et de pouvoir, en tout cas, fournir, en tout cas, apporter des solutions performantes en termes de vitesse, en termes de consommation pour des applications dont je parlerai tout à l'heure, des différents domaines d'application. Et en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau des convertisseurs, c'est que sur le marché européen, en tout cas dans la région européenne, on n'a pas d'acteurs qui fournissent en fait des convertisseurs de haute performance. Les convertisseurs, on les retrouve chez ST, chez Infineon, chez NXP, mais ce ne sont pas forcément les convertisseurs les plus rapides et qui aujourd'hui, ce sont principalement les sociétés américaines qui fournissent ce genre de composants. Donc aujourd'hui, avec tous les enjeux géopolitiques qui s'accélèrent, on voit l'importance aussi d'avoir une technologie européenne dans ce domaine-là, parce que toute l'évolution de l'IA, de la partie défense de la télécommunication sont en tout cas tributaires de la capacité en fait à obtenir des conversions de données rapides. Donc là, c'est là où on veut se positionner en Europe, d'apporter cette compétence européenne dans le développement de ce circuit intégré qui est en fait l'élément central dans les applications modernes. Donc on avait vu tout au début que c'est une chaîne complexe qui part de la spécification du circuit jusqu'à la fabrication, qui est très long, qui est très technologiquement très complexe et en termes de coût également. Donc Scalynx, on ne peut pas tout couvrir. Donc nous, en tout cas, on se positionne d'abord au début de chaîne dans la conception, dans la définition de circuits et ensuite la conception de circuits, et on va en tout cas se mettre avec des partenaires pour pouvoir compléter la chaîne.
Donc, on a différents modèles, je parlerai tout à l'heure. Donc, on peut livrer que la partie dessin de masque, prêt à être envoyé en fabrication, ou on peut aussi prendre en charge toute la chaîne jusqu'à la livraison du circuit fabriqué. Et dans ce cas-là, on va en se mettre en relation avec des sociétés partenaires pour différentes étapes, notamment la fabrication, ici avec TSMC et GlobalFoundries, la partie montage en boîtier, donc avec ASE, dont on parle ici, et également quand on aura reçu le circuit, il faudra tester pour pouvoir trier des circuits bons, les circuits mauvais. Et on a ici Presto, qui est un des partenaires pour cette solution de mise en production. Et après, on peut livrer le circuit au client. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Et là, ici, vous avez une idée de l'échelle de temps, de différentes étapes. Donc, on parle ici de 2 ans, depuis la discussion de spécification jusqu'à la réalisation virtuelle du circuit avec la livraison des informations pour pouvoir fabriquer des jeux de masques et fabriquer le circuit. Donc là, c'est pour ce type de technologie qu'on utilise, là, on parle de 2 mois, mais c'est plutôt, ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois de fabrication. Après, 2 semaines, 3 semaines pour le montage et toute la partie mise en production, ça prend grosso modo 6 mois. Voilà, donc ça vous donne un cycle de pratiquement 3 ans depuis le début de développement jusqu'à, en tout cas, un circuit qui sera prêt à être mis sur le marché. Qu'est-ce qu'on apporte Scalings en termes d'expertise technique dans ce domaine-là? Donc, je disais, nous, notre focus, c'est des convertisseurs analogiques et numériques, mais pas que. Donc, dans tous les produits qu'on va développer, on a bien sûr ce cœur de conversion, analogique, numérique, numérique, analogique, mais on apporte également l'intégration des fonctions annexes qui sont autour de ça. Donc, on parle de traitement de signal numérique, d'interface avec des circuits numériques à l'extérieur. On a de l'autre côté aussi du traitement de signal analogique. Et là, donc, nous, on apporte ce qu'on appelle le score. Donc, en fait, un portefeuille technologique qui sont à la fois des brevets, des expertises que nous, on préfère garder plutôt que de divulguer à travers des demandes de brevets, et aussi la capacité des ingénieurs, en fait, à optimiser le circuit pour obtenir des circuits à la fois performants et peu consommateurs. Donc performants en termes de vitesse ou en termes de linéarité de bruit. Et on apporte également la flexibilité, donc l'intégration des fonctions annexes, mais tout aussi important, permet en fait, avec un seul circuit, d'adresser différents types d'applications. Donc la flexibilité. Donc, et puis l'autre point important, c'est une technologie européenne. Donc, quelques exemples, ici, on peut améliorer les performances x5 sur certains types d'applications ou réduire jusqu'à presque de 40% la consommation. Les différents domaines d'application où on se situe. Donc, on a des circuits que nous, on a développés qui adressent les circuits qu'on appelle des tests de mesure. Donc, tous les équipements, des oscilloscopes, notamment alimentés par USB, où la problématique de consommation est très importante et on a besoin aussi une très bonne fidélité de la capture des informations, donc la linéarité. Donc là, par rapport à en tout cas un concurrent dédié, donc nous on a on travaille en fait à fournir des circuits spécifiques pour un client particulier, et là on parle de remplacer un circuit d'analogique device et pour apporter des débits qui soient 5 fois plus importants et avec également une réduction de la consommation. De côté communication,
Donc là, on a des composants pour pouvoir adresser la partie infrastructure. Donc, pour les communications des différents types de débit, donc pour la 5G, mais vous avez différentes bandes de fréquences. Donc, on parle ici de millimeter wave ou microwave, ça c'est les différentes bandes de fréquences. Et là, on parle pour remplacer aussi un circuit d'une société américaine, MaxLinear. Dans la partie défense également, donc on a développé des circuits là pour Thales, et là ce sera aussi un circuit pour remplacer des circuits d'analog device, et là c'est un focus plus sur la linéarité, donc des performances très élevées, donc si on parle de 100 dBFS, donc pour ceux qui connaissent, donc c'est l'état de l'art en termes de linéarité, c'est-à-dire qu'on a très peu de distorsion. Également la consommation qui est un élément important. Vue globale, comment on se situe sur différents segments, en tout cas de performance, en termes de flexibilité, performance brute, consommation, focus, des sociétés qui sont en tout cas des grands noms dans la partie convertisseur de données, donc Analog Device, c'est vraiment la société qui domine le marché aujourd'hui. On a Texas Instruments, on a Xilinx, on a MaxLinear et puis Renesas. Donc vous avez ici en tout cas une photo de là, on se positionne par rapport à certains. On peut dire comment est-ce que Xilinx peut faire mieux qu'un Analog Device. Ben là, on peut faire mieux, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on fournit des solutions dédiées. Alors que des grandes sociétés, en fait, ils vont pas forcément vouloir faire un circuit pour une application particulière qui n'a pas un volume important. Donc, leur stratégie, c'est surtout d'avoir des composants qui peuvent servir le plus, en fait, de part de marché. Et de ce fait-là, c'est aussi un compromis. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura pas mal de consommation, des circuits assez complexes, et qui peut-être on n'a pas besoin de toute cette complexité pour une application particulière. C'est là où on se positionne. Donc, on va se positionner pour pouvoir en fait donner une flexibilité qui est spécifique à un client. On va pouvoir fournir quelque chose dans les performances, en tout cas, reprend le compromis de l'application et donc plus adapté pour l'application, et c'est comme ça aussi qu'on peut réduire la consommation. Et focus, donc spécifiquement, on fait des ASIC, donc quelque chose qui répond directement aux besoins de nos clients. Donc voilà, c'est un peu comme ça, en fait, qu'on se positionne, qu'on se démarque de la concurrence en fonction des applications qu'on va viser, et on va pouvoir apporter des solutions dédiées et qu'on va développer aussi notre expertise, notre portfolio à travers en fait ces applications-là, et qu'on va essayer en fait d'étendre le portfolio. Donc c'est ce qui est indiqué ici. Donc nous, en tant qu'une petite société, par rapport à ces mastodontes, on doit être efficace. Donc ça veut dire qu'on va réutiliser un maximum de choses. Donc on va développer des produits, et ces produits-là, à travers ces produits-là, on va développer des propriétés intellectuelles, donc des blocs d'IP, et on va réutiliser ces blocs d'IP pour les développements futurs. Et au fur et à mesure qu'on va développer des produits, on va développer également notre portefeuille d'IP. Et donc, on va se servir de ça, de ces portefeuilles-là, pour pouvoir, en fait, réduire l'effort de développement des nouveaux circuits. En termes d'offres, donc on part d'abord avec des circuits ASIC. Donc, ce sont des circuits dédiés pour un client. Donc, le client va nous donner le cahier de charges. Pourquoi est-ce que c'est important pour nous le fait d'avoir un client majeur qui nous aide en fait à définir le cahier de charges? C'est qu'on n'a pas forcément toutes les connaissances système, et le client, lui, il a. Et donc, le fait de, en tout cas, travailler avec un client principal va nous permettre de développer notre expertise système grâce à la coopération avec notre client. Et nous, en retour, on fournit un circuit dédié
Donc, c'est qui est vraiment adapté à leurs besoins avec le compromis qui va bien. Ce qui est aussi important pour nous, c'est la partie propriété des IP. Donc, c'est pas parce qu'on développe qu'un ASIC qui est financé par le client que tout appartient au client. Donc, dans les discussions de contrat, donc là, c'est le travail de Patrick et Hussein de, en tout cas, négocier le fait qu'on va développer les blocs d'IP nous appartiennent entièrement pour qu'on puisse, en tout cas, disposer de ce portfolio d'IP pour les développements futurs et que le produit final, qui est le circuit ASIC, est la propriété du client. Et donc, il y aura aussi en tout cas, des compromis au niveau, en termes de contrat. On va avoir aussi en tout cas, on peut apporter, nous, une certaine contribution financière dans le développement plutôt que de faire supporter tout le développement par nos clients, donc en échange de la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un modèle, on fait de l'ASIC pour les clients. Et dans les discussions de contrat, aussi, c'est la possibilité de pouvoir vendre cet ASIC-là à d'autres clients. Donc là, on va partir vers ce qu'on appelle les produits ASSP. Donc, application spécifique. Donc, c'est un circuit qui peut servir, en fait, différents types d'applications à partir d'un ASIC que nous, on a développé. Donc là, ça réduit aussi l'effort pour nous, pour en tout cas atteindre un marché qui est plus large. Dans ce cas-là, on vend à des clients tierces et en contrepartie du fait de pouvoir vendre ce circuit-là, on négocie en fait le versement des royalties aux clients majeurs avec qui on a développé l'ASIC. Voilà. Donc là, c'est la vente sur le marché qui est plutôt une approche assez standard. Donc soit on fait la vente directe pour les complets ou on passe à travers les distributeurs ou les représentants. Donc différentes, en tout cas, types de business qui nous permet d'adresser différents clients et en tout cas minimiser nos efforts et en tout cas être le plus efficace en termes de dépenses par rapport aux chiffres d'affaires. Voilà, donc ça c'est la dernière slide. Très bien, eh bien en tout cas merci parce que franchement c'était très intéressant le positionnement du marché du semi-conducteur actuel avec plein d'informations que je pense qui ont intéressé notre auditoire sur le positionnement entre les pays, entre les technologies et surtout le positionnement que vous avez choisi. Et je voudrais juste rappeler que le positionnement que tu as expliqué, en fait, c'est ce qui a intéressé aussi le jury. Hein. Si je reprends ce qu'a émis le jury comme avis, justement, c'était le combo microprocesseur data décarbonation. C'est là où vous êtes très présent. Le positionnement central, en fait, en termes de sécurité, de performance et surtout pour adresser des problématiques clients sur des marchés très spécifiques. Ça, c'était très, très bien identifié par le jury. D'autant plus que, comme tu l'as expliqué, vous gardez une forme de propriété, donc ça crée un actif vraiment intéressant et qui peut être rejoué sur d'autres métiers. Et ça avait vraiment plu au jury. Et puis le dernier, on l'a bien compris en écoutant vos profils et ta présentation, c'est que vous avez, je reprends les termes du jury, une équipe de cadors sur le semi-conducteur qui s'est bien positionné avec des vraies spécificités. Donc encore une fois, bravo. Vous avez toute légitimité à être champion. Et juste pour rappel pour l'auditoire, le pôle systématique est acteur d'un groupe de travail sur le semi-conducteur mené sur la région Île-de-France. Et donc, ça faisait encore plus sens que vous soyez champion cette année. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Donc, première question. Quelle est la durée pour concevoir et fabriquer un circuit intégré? On a parlé un petit peu déjà. Voilà, donc grosso modo, il faut compter 1 an et demi
jusqu'à 2 ans pour un circuit nouveau. Et pour tout le cycle complet jusqu'à en tout cas, la finalisation de la qualification du circuit, il faut compter au moins 3 ans. Au moins 3 ans, très bien. Alors, deuxième question. Quelle est la température de la puce en fonctionnement et comment dissiper toute la chaleur générée? Donc, en fait, en tout cas, la température maximale qu'on vise aujourd'hui sur les types assez standards, c'est jusqu'à 125 degrés. On essaie de ne pas dépasser cette température-là. Il y a des circuits très spécifiques qui peuvent monter à 150 degrés, mais en général, on se positionne à 100, 110 degrés. Il y a différentes techniques qu'on fait des processeurs. Quand ils commencent à chauffer, il va réduire automatiquement la puissance. C'est ce qu'on voit en fait sur nos laptops, c'est assez classique. Et pour d'autres types d'applications, on ne fait pas ça. Mais dans ce cas-là, il faut avoir des systèmes de dissipation avec des caloducs, avec dissipation par à l'eau ou des radiateurs assez imposants pour pouvoir dissiper. Et ça, on voit en fait, ou des ventilateurs, c'est aussi des choses qu'on trouve dans les laptops. Elles sont assez classiques, mais ça fait partie de la technologie également pour pouvoir pousser les convertisseurs, ou en tout cas des circuits intégrés à des puissances plus élevées. Et effectivement, on peut juste rappeler qu'on a eu un champion, Carnot, qui, lui, justement, a fait de sa profession technologique le fait de pouvoir réutiliser la chaleur pour pouvoir alimenter des centres urbains en chaleur résiduelle de baies. Voilà. Troisième question. Existe-t-il un marché d'occasion du semi-conducteur? Oui, la réponse est oui. En fait, c'est la parole à Patrick. Ah, c'est Patrick. Patrick, c'est à Oui. toi. La réponse est oui. En fait, il existe ce qu'on appelle des brokers qui, pour des produits standards, des produits qui ne sont pas dédiés à un client particulier, quand ils ont été achetés par un client et que le client n'en a pas forcément besoin de la totalité, rachètent ces produits-là et ensuite les revendent à des clients qui pourraient en avoir besoin. Donc, c'est un peu le back to market du semi-conducteur. Est-ce qu'on peut dire anecdotique Oui, vas-y. Plus anecdotique, on peut voir que récemment, des gens viennent démonter des circuits provenant d'applications pour les remonter dans d'autres. C'est ce qui se passe, par exemple, pour créer des équipements électroniques pour la défense dans le conflit qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie, par exemple. C'est un autre type de marché d'occasion. Et est-ce qu'on peut dire que finalement, les technologies que vous avez développées, elles vous permettent peut-être, vous, de repositionner avec moins de durée d'étude, moins de durée de mise en œuvre, des process ou un actif que vous avez développé, sur lequel vous avez une propriété, et sur un sujet nouveau qui vous serait proposé par un de vos clients? Oui, bien sûr. Si c'est un produit standard et que ça existe pas spécifiquement pour Scaling d'ailleurs, hein. Un produit qui a été développé pour une application donnée peut très bien être utilisé dans d'autres applications parce que la fonctionnalité qui est développée, même si initialement était prévue pour un certain marché, peut ensuite être utilisée dans d'autres marchés parce que la fonctionnalité est également demandée. Très bien. Eh bien, on va passer à la question suivante. Est-ce que chaque architecture donne lieu à un produit différent? Là, nous a bien parlé des architectures. Est-ce que ça concerne à chaque fois un produit différent? Oui. En fait, on peut pas, en général, c'est dédié. Donc, un circuit a une architecture. Donc, quand on parlait de SAR et pipeline, par contre, des fois, on peut avoir un petit mélange. On peut avoir des SAR avec des technologies pipeline, mais en général, oui. Un circuit, c'est une type d'architecture. C'est un type d'architecture. Très bien. Eh bien, merci. Question suivante. Quelles sont les mesures de sécurité intégrées dans les convertisseurs et sous-systèmes de scaling pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données tout au long du processus de conversion? C'est une très bonne question. Et Patrick, vas-y. Patrick.
un des points clés de la sécurité des données, c'est l'encryption. Et en fait, c'est des choses qui se passent dans le domaine numérique la plupart du temps. Donc, en fait, quand un circuit est reçu, quand un signal est reçu et converti en numérique, avant d'être réémis sur un spectre donné, qui est accessible à tout le monde, hein, tout le monde peut écouter un spectre avec des outils ou des équipements. On peut très bien encrypter le signal de façon à ce qu'il ne soit pas, même s'il est reçu par quelqu'un qui n'est pas censé le recevoir, ne puisse pas comprendre le contenu du signal. Donc, on intègre dans nos circuits des éléments de sécurité qui viennent faire de l'encryption et vérifier que le signal est correct. Hein. Enfin, quand on le reçoit, de l'autre côté, il faut que la personne qui le reçoit ait la clé de décryption pour pouvoir connaître le contenu du signal. Très intéressant. Merci Patrick. Alors, question suivante. Durée de vie des produits intégrant Scalynx. Alors, la durée de vie sur les produits, il faut distinguer deux cas. Il y a la durée de vie en fonctionnement, qui est en fait demandée par un client, qui nous fournit un profil de mission. Le circuit doit être en fonctionnement pendant telle durée dans le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et en fonction soit d'un fonctionnement continu, soit d'un nombre de jours par an ou d'heures par jour. Le circuit doit toujours être fonctionnel pour ces durées précisées. Et là, c'est assez variable, hein, mais la plupart du temps, pour des applications industrielles, c'est une dizaine d'années, voire plus pour d'autres applications comme la défense ou le spatial, l'aéronautique. Ensuite, il y a une durée de vie de production, c'est-à-dire pendant combien de temps ce produit peut être fabriqué et livré au client. Et là, c'est éminemment variable. Pour du grand public, en général, ça ne dure pas très longtemps, c'est plusieurs années. Pour l'industriel, une dizaine d'années. Et puis, pour du militaire, par exemple, ça peut être 30 ans, 40 ans. Donc, c'est des durées de vie qui sont en production, qui sont très dépendantes, en fait, des lignes de fabrication. Ces lignes de fabrication arrivent à un moment, arrêtent les process avec lesquels les circuits sont fabriqués. Mais il existe, il y a tout un métier qui est le stockage. Donc, pour les gens, par exemple, dans la défense, qui ont besoin d'approvisionner des circuits sur une durée de 30 ou 40 ans, il y a peut-être une production continue pendant 20 ans, et au bout de 20 ans, il y a un stockage, il y a une fabrication pour couvrir les besoins sur les 20 années suivantes, et c'est stocké dans des conditions très particulières pour garder l'intégrité de la qualité du produit quand il doit être utilisé par l'industriel derrière. Donc, deux types de durée de vie. Je ne sais pas quelle était la durée de vie de la question posée, mais soit c'est en fonctionnement, soit c'est en production. En tout cas, tu as parfaitement répondu. Question suivante. Travaillez-vous sur le spatial, le SATCOM, l'IoT by SAT? Alors, les produits qu'on développe et les convertisseurs qu'on développe sont adaptés pour tous ces domaines de marché. On est en discussion sur différents projets dans ce domaine-là, notamment dans ce qu'on appelle le direct-to-device, donc les communications spatiales qui pourront aller directement aux terminaux cellulaires du grand public. Très bien. Question suivante. Quel est le secret de Scalynx pour être compétitif? Alors, je pense que Loun a couvert pas mal de points sur ce sujet. Je pense que les performances que l'on arrive à sortir du silicium grâce à nos équipes de développement, à leur savoir-faire, à tout le savoir-faire qu'on a développé pendant les 10 premières années de Scalynx, et l'élément
socle de cette compétitivité. Si on n'atteint pas les performances, si on ne dépasse pas ce que peuvent faire nos concurrents, les gens ne seront pas intéressés par les produits de Scalix. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a la flexibilité de Scalix comparée à des structures beaucoup plus grosses qui sont contraintes par un certain nombre de process, par des stratégies qui sont très bien définies, mais qui sont difficilement modifiables. On a, nous, de par notre taille, beaucoup plus de flexibilité. Et ensuite, on est également extrêmement focus. Quand on travaille avec un client, d'abord parce qu'on est petit et quand on a un client, on veut le garder et on veut pouvoir faire du business de façon répétitive avec ce client, on est extrêmement focus dans les développements que l'on fait avec ses clients, dans la relation qu'on a avec ses clients, pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils continuent à travailler avec nous la fois suivante. Eh bien, nous arrivons au terme de ces questions. Eh bien, écoutez, messieurs, peut-être laisser le mot de la fin à Hussein. Et puis on va conclure ce webinaire. Oui, mais merci beaucoup, Christian. Déjà, je veux remercier. Attends, oui, vas-y. Tu m'entends? C'est bon? Vas-y, je t'en prie, mais en fait, je viens d'apercevoir que j'avais oublié quelques questions, mais je serais ravi d'y répondre, hein, s'il y a encore de… Ouais, bah, tiens, très bien, ouais. Autant pour moi, j'avais zappé quelques questions. Alors, question suivante. Quand vous dites client, vous parlez bien d'un utilisateur final? Pas forcément. Pas forcément. En fait, prenons le cas du spatial. On peut très bien travailler, développer un circuit pour un équipementier qui fabrique un satellite, une charge utile ou une plateforme. Et ce satellite, lui, est dédié à un opérateur satellite qui va délivrer un service. Donc, le client final, c'est l'opérateur de satellite. Notre client à nous, enfin, c'est le client de notre client. Et notre client, nous, c'est celui qui réalise le satellite. On peut des fois travailler directement ou en collaboration aux deux niveaux avec le client final et, je dirais, le donneur d'ordre, celui qui va nous demander de réaliser un circuit pour qu'il puisse réaliser le système. Mais en règle générale, nos clients sont les équipementiers et les clients finaux sont les clients de nos clients. Très clair. C'est vrai dans alors justement, c'est vrai dans pratiquement tout. Dans la même veine, la question suivante. Quand on vend juste, je lis la question, quand on vend juste un design d'ASIC, comment fait-on pour se différencier des autres concurrents? Si on promet des performances, est-ce que le client ne veut pas voir l'IC fini avant de faire les frais de la production? Alors, je pense qu'on se différencie de la même façon que pour un circuit standard, quand on fait un ASIC, les performances que l'on peut atteindre, la flexibilité, pouvoir répondre à tous les points, il n'y a pas uniquement la performance, mais pouvoir répondre à toutes les attentes du client est important. Le fait qu'on soit dédié, qu'on puisse dédier des équipes pour ce client et vraiment développer un circuit, ça n'est pas différent entre un ASIC et un produit standard. Après, le client final ne peut pas demander d'avoir le circuit fini pour prendre une décision. Ça n'arrivera jamais. Et le développement d'un circuit est extrêmement onéreux. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, la réputation qu'on s'est faite sur le marché auprès de certains acteurs, nos clients actuels, et les réussites technologiques que l'on a eues dans le passé est important, puisque c'est ça qui lui donnera la confiance et pas forcément la garantie à 100%, mais au moins la confiance d'une bonne fin pour le développement de son produit. Il y a différents types d'engagements également. Il y a des engagements sur des résultats. Donc, on prend cet engagement et le client paye pour un résultat. Très clair.
Eh bien maintenant, Hussein, c'est à toi pour conclure ce webinaire. Merci beaucoup, Christian. Déjà, je veux remercier Loun pour la qualité de la présentation et le temps de préparation. C'était très bien. Merci aussi à Patrick d'avoir répondu aux questions. Merci encore une fois au pôle systématique pour cette distinction, vraiment qui nous honore, surtout que nous, comme je dis toujours, on est au pôle depuis nos débuts, quand on était une société de moins de 5 salariés. Et aujourd'hui, Scalinx, j'ai vraiment envie en fait de mettre en avant l'équipe, parce que c'est vrai qu'on donne souvent la parole aux dirigeants, aux fondateurs, à l'entrepreneur ou au comité exécutif. Mais derrière, il y a une équipe qui est fantastique. Scalinx aujourd'hui, c'est 80 salariés, spécialistes du semi-conducteur, répartis un peu partout en France, Paris, Caen, Grenoble, et dans d'autres villes aussi, parce qu'on est assez flexible en termes de télétravail. C'est surtout une société qui a réussi, au-delà il y a l'aspect innovation qui est super important, parce que c'est comme ça qu'on se différencie par rapport à des gros. On est plus focus, comme disait Loun, on va aussi sur des marchés de niche. La défense et le spatial, c'est très important aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un besoin en Europe d'avoir des acteurs souverains. Mais au-delà de tout ça, c'est la capacité à industrialiser qui est très important. C'est pas tout de faire un circuit qui va marcher dans un labo à 25 degrés avec des top performances. Il faut que ça puisse marcher, comme disait Loun, à 125, à moins 40. Il faut que ça soit robuste vis-à-vis des procédés de fabrication. Voilà, donc il y a tout un cycle de développement qui prend en compte cet aspect industrialisation. Et je pense que c'est là que Scalinx a su prouver qu'on était très bon. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à signer des contrats majeurs avec des grands OEM, des grands équipementiers comme Thales, comme Nokia. On a réussi à convaincre aussi des investisseurs financiers de participer à cette aventure. On a fait 2 levées de fonds, une première d'un peu plus de 10 millions il y a 3 ans maintenant, plus de 34 millions l'année dernière. Et on va commencer tout doucement à préparer la suivante pour passer au next step. Donc maintenant, les enjeux pour la suite, c'est quoi? On a réussi vraiment à s'intégrer dans la sphère française, européenne. J'ai cité tout à l'heure les industriels avec lesquels on travaillait. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment de scaler et développer l'activité commerciale au-delà de l'Europe. C'est aller en Asie, aux US, et toujours avec la même stratégie, regarder des marchés de niche que les gros veulent pas trop regarder parce que eux, ils cherchent des marchés qui sont plus mass market. Mais nous, pour une startup comme Scalinx, ça a beaucoup de sens. Voilà. Et je voulais encore une fois remercier toute l'équipe Scalinx et mettre en avant l'équipe parce que le succès d'une entreprise, c'est vraiment l'équipe. C'est l'équipe qui porte tout ça au day-to-day. Voilà. Donc, je dédie cette distinction et cette récompense à toute l'équipe Scalinx. Merci. Eh bien, merci à toi. Bravo pour cette revendication, apporter toute l'équipe et tout ce qu'on peut espérer. Eh bien, c'est le scaling de Scalinx, et en espérant que tu vas pouvoir porter haut les couleurs de la technologie française au-delà des frontières. Et en tout cas, bravo pour ce titre. On est tous très heureux que vous soyez champion cette année, et en portant des valeurs intéressantes, des valeurs fortes sur la dimension du pôle aussi. Comme tu l'as rappelé, vous êtes arrivé au pôle il y a déjà des années, vous étiez 5, et maintenant vous êtes champion. Donc c'est aussi pour nous, acteurs du pôle, une grande fierté. Merci Christian. Voilà, nous arrivons. Merci encore. Voilà, nous arrivons au terme. Juste pour vous rappeler que demain, nous avons Uavia, champion également, qui va nous parler de technologie sur les drones, et Sequoia sur la cybersécurité, Probable sur l'environnement open source, et Candela sur l'ordinateur quantique. Donc voilà, une semaine très chargée. On compte sur vous pour venir écouter. C'est comme aujourd'hui, hein, c'est des sujets très intéressants, passionnants. Et je vous remercie encore et je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci. Merci encore. Merci Hussein, merci et merci Patrick. Merci et merci Catherine qui opère notre webinaire. Merci Catherine.
Au revoir tout le monde. Au revoir.